tous et à toutes. Je vous remercie en premier lieu que vous êtes là parce que sans vous, on ne peut rien faire. Je sais, c'est un samedi. C'est un samedi parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on choisisse le samedi pour faire cette journée afin de pouvoir bénéficier de cet amphithéâtre qu'on ne peut pas l'avoir pendant les jours de lundi au vendredi. Je vous remercie à vous que vous êtes là parce que je sais qu'il fait froid et qu'il a neigé en certaines zones autour de Toulouse, voire à Toulouse, et que la route n'a pas été toujours très facile. Je remercie l'équipe Cérémast qui est là dans un jour de samedi sur leur temps libre pour animer cette journée, y compris Yannick Degboye, rhumatologue, qui nous a rejoint ce jour. Je sais, on vous a demandé 5 € de participation à cette journée. Ces 5 € est plutôt pour un peu responsabiliser les gens parce que nous, on paye 32,50 € pour les déjeuners, les pauses et compagnie pour les assurer. Et c'est un peu dommage qu'on les paye et qu'après les gens ne sont pas là pour en participer. Donc, ces 5 € qu'on vous a demandé, c'était plutôt un peu une responsabilisation de chacun qui a dit que participe à cette journée pour en participer parce que c'est vrai, nous, on doit commander les repas et voilà. Donc, tout cela dit, je vous remercie encore une fois que vous êtes là et je vais donner la parole à Maëla Severino-Frère qui va vous parler des SAMA et des symptômes d'activation mastocytaire. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais peut-être enlever mon masque, ça sera mieux. Donc moi, je voulais juste vous toucher quelques mots sur le syndrome d'activation mastocytaire et refaire ce matin un peu le point sur... On va trop s'approcher. C'est parce qu'il y a le micro dessus. Ouais, si tu restes loin. Ok, bon, c'est pas plus mal. Oui. Sur le diagnostic, qu'est-ce que c'est au final le syndrome d'activation mastocytaire? Alors, le syndrome d'activation mastocytaire, qu'est-ce qu'on sait? Donc, il s'agit des mêmes cellules impliquées dans la mastocytose et Christina vous fera tout à l'heure un topo sur la mastocytose. On sait qu'il y a une suractivité du mastocyte qui est biologique, fonctionnelle et qui normalement touche au moins 2 organes. On le verra après. Du coup, dans le SAMA, il n'y a pas de prolifération ou d'accumulation des cellules, contrairement à la mastocytose. Et le support moléculaire, pour le moment, pas connu. Donc là, en vidéo, vous avez un mastocyte normal avec la durée en haut pour le temps de dégranulation du mastocyte. Vous voyez qu'il se contracte et qu'il va libérer les médiateurs mastocytaires, donc qu'il contient à l'intérieur. Ceci est très très rapide. Là, on voit l'activité du mastocyte. Donc, dans la littérature, le SAMA est classifié en primaire, secondaire et idiopathique. Primaire, souvent, on retrouve une production des mastocytes qui est anormaux avec des marqueurs pathologiques clonaux. Donc, vous avez tous eu des prélèvements médulaires et une biopsie ostéomédulaire. Et donc, on fait la recherche de mutations ou de marqueurs. Et ici, on parle de la mutation KIT ou du mastocyte CD25+. Et dans ce cas-là, on est dans l'entité qui s'appelle un SAMA clonal. Après, on a les SAMA qui sont secondaires. Ça veut dire qu'il y a une cause organique qui va après déclencher le SAMA. C'est vrai dans les allergies, les maladies inflammatoires du tube digestif. Le Covid long, je reviendrai tout à l'heure dans la matinée dessus. Et une entité qui s'appelle maintenant l'hyper-alpha-tryptasémie, qui est donc des mutations génétiques qui font que la tryptase est surexprimée et fait des symptômes. Et quand tout est éliminé, on parle alors de SAMA idiopathique. Donc les critères, il n'y a pas vraiment de consensus. On regroupe un peu les critères qui sont décrits dans la littérature. Donc il y a surtout 2 grands auteurs, Moldering et Valent, qui ont décrit des critères diagnostiques. Mais les points communs, c'est que de toute façon, il faut éliminer une mastocytose. Christina vous en parlera tout à l'heure. Et il faut que les symptômes touchent au minimum 2 organes.
Les symptômes, c'est cela. Le plus souvent, on recherche à l'interrogatoire la notion de flush, c'est cet érythème du visage ou du décolleté avec des sensations de chaleur associées. On peut avoir des lésions urticariennes, des rages cutanées, des démangeaisons, un gonflement qui est l'angioedème. On peut avoir des chocs anaphylactiques ou des hypotensions, des malaises, des palpitations, des troubles digestifs souvent retrouvés avec des ballonnements et des diarrhées. Ça, c'est les principaux, mais il y en a une grande liste. Donc nous, on s'était intéressés en 2019 au syndrome d'activation mastocytaire et donc on avait un peu fait la description des symptômes qu'on retrouvait dans cette population de patients suivis. Donc dans notre centre, à ce moment-là, on n'avait que 23 patients identifiés SAMA et parmi ces 23 patients, on notait que même quasiment la moitié avait fait une anaphylaxie, voire une anaphylaxie sévère. Et après, ce qui ressortait, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les symptômes gastro-intestinaux, donc les diarrhées, les crampes, les douleurs abdominales, les vomissements. Une pollacurie, ça veut dire sensation d'uriner plus de 10 fois par jour, où on est en vie. Et un patient avec juste une ostéoporose avec des fractures. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Les flushs, donc vous voyez cet érythème, le rouge, qui apparaît sur le décolleté, sur le visage, qui peut parfois s'étendre sur les membres supérieurs, qui chauffe souvent. C'est un peu l'équivalent de bouffées de chaleur. L'angioedème, donc c'est ces gonflements des paupières, des lèvres. Et donc l'urticaire, c'est ces lésions érythémateuses rouges qui gonflent comme quand on se frotte à des orties ou qu'on se fait piquer par une méduse. Et ça gratte. Après, on vous embête souvent dans le syndrome d'activation mastocytaire pour faire un bilan biologique. La raison, c'est parce qu'on cherche une augmentation des médiateurs mastocytaires. Je reviendrai sur la diapo suivante. Et aussi, on fait donc ce myélogramme pour éliminer aussi un syndrome, un SAMA clonal avec donc ces récepteurs CD25 sur les mastocytes. Donc, stricto sensu, dans la littérature, ce qui ressort, si on fait un peu une synthèse, c'est l'augmentation de la tryptase, parce que la tryptase, c'est quand même facile à faire en laboratoire en ville, et avec un delta d'une augmentation de 2 microgrammes par litre, plus 20% de la tryptase basale. Donc la tryptase se fait en basale, et au même laboratoire, en crise, maximum 3 heures, parce que la tryptase va spontanément être dégradée dans votre sang par les cellules poubelles. D'autres critères, c'est le critère l'efficacité thérapeutique. On met en place des traitements antihistaminiques, 1, 2. Bon, 2 en ce moment, c'est très compliqué à les avoir. Vous avez tous, je pense, fait l'expérience avec la famotidine qui n'est plus produite. On peut mettre aussi du singulaire, le montelukast ou d'autres traitements qui sont stabilisateurs de la membrane basale. Et on est censé avoir quand même si l'amélioration n'est pas de 100%, une amélioration des symptômes cliniques. Les traitements, ils restent symptomatiques dans le syndrome d'activation mastocytaire, c'est les antihistaminiques 1, 2. Le chromoglycate de sodium n'est plus produit en France, mais par contre, on peut le faire en préparation magistrale si la demande est faite et si on n'arrive pas à contrôler les symptômes avec les traitements plus classiques. Le montelukast, que c'est le singulaire. Si malgré ça, les symptômes ne sont pas contrôlés et notamment les symptômes d'anaphylaxie, donc ceux qui miment un peu une allergie, on discute après en réunion nationale et régionale pour mettre en place un traitement qui s'appelle l'omalizumab. C'est un traitement anti-IgE qui est là quand même pour lutter contre la dégranulation excessive des médiateurs et stabiliser du coup les symptômes. Actuellement, dans le service, on a aussi une étude qui a été ouverte par AB Science avec un inhibiteur de la tyrosine kinase qui est le masitinib et qui a dû être proposé à certains d'entre vous. Et bien sûr, si anaphylaxie sévère, il y a toujours la trousse d'urgence avec surtout être attentif à l'adrénaline parce que la date de péremption est très rapide. Voilà. Merci, Je passe la parole à Christina. Non, on va passer la parole à Yannick qui va nous parler de la tentromatologie et le parcours du patient. Bonjour à toutes et à tous. Donc Yannick Degoué, je suis un des médecins du service de rhumatologie. Je pense que certains et certaines d'entre vous me connaissent puisque je les suis sur le versant rhumatologique. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions, il n'y a aucun souci, vous pouvez m'interrompre. On peut aussi conserver les questions pour juste après ma présentation et Maëla et moi nous chargerons de répondre aux différentes questions. L'idée pour moi était de faire un partage d'expérience et de parler du parcours de soins en rhumatologie parce que je pense que le positionnement du rhumatologue n'est pas évident en tant que patient et n'est pas nécessairement évident non plus pour la plupart des rhumatologues, donc c'est un point que je trouve intéressant à clarifier.
Donc pour moi, quand même, la problématique de la mastocytose, ça reste un parcours du combattant. C'est-à-dire que le parcours de soins du patient n'est jamais simple. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie rare, parce que peu de médecins le connaissent, et que quand on est du côté patient, c'est pas évident de savoir à qui s'adresser. Donc on vit toute une partie de sa vie avec des symptômes de mastocytose, une partie que l'on espère la plus courte possible, avant d'arriver au diagnostic, et on arrive ensuite à la deuxième étape, où je vais vous détailler ces points un par un. La deuxième étape qui est celle d'arriver à atteindre le bon spécialiste, qui va permettre de faire les bonnes explorations et amener au diagnostic de mastocytose. Et ce n'est que lorsque l'on aura fait tout cela, qu'on pourra arriver à l'étape numéro 3, qui est la question du traitement et de l'évolution que l'on espère favorable des symptômes. Donc concernant les symptômes, finalement, j'ai 2 maîtres mots. La première chose qui est prioritaire dans la mastocytose, c'est la fragilité osseuse. Et ça, c'est l'apanage de la mastocytose que l'on dira systémique. C'est-à-dire qu'on a étudié au CHU de Toulouse, au sein du CEREMAST, plusieurs formes de mastocytose, les syndromes d'activation, les mastocytoses cutanées, les mastocytoses systémiques et notamment indolentes. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment les patients avec des mastocytoses systémiques indolentes qui développaient cette fragilité osseuse. Alors là, sur le scanner, ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a de multiples fractures vertébrales qui sont identifiées par les flèches. Une vertèbre, normalement, c'est un rectangle. Et quand il y a une fracture, la vertèbre s'aplatit. Alors une vertèbre, c'est du dur, c'est solide. Donc quand vous prenez quelque chose de solide et que vous le tassez, vous le fracturez. Donc ce mot tassement vertébral est un abus de langage. Quand vous entendez parler de tassement vertébral, c'est une fracture. Et ça, c'est ce que l'on observe dans les mastocytoses systémiques indolentes, y compris chez des sujets jeunes. J'ai plusieurs patients qui ont 30 ans, 40 ans, des jeunes hommes, les hommes ne font pas d'ostéoporose, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont de l'ostéoporose et des fractures. Et quand on compare ce que l'on observe à Toulouse, ici en bleu, c'est également ce que l'on observe au niveau national ou dans d'autres cohortes de mastocytose. On a à peu près 20 à 25% de patients qui vont développer une fragilité osseuse qui est totalement liée à la mastocytose systémique et qui peut évoluer dans une certaine proportion de cas vers des fractures. Donc ça, c'est vraiment ma priorité, identifier ce phénotype, identifier cette manifestation, parce que c'est ce que l'on observe dans la mastocytose. Et puis, il y a ceux où je suis beaucoup moins bon, où les médecins sont beaucoup moins bons. Donc, il faut faire un constat quand même de difficulté de notre côté et savoir être humble. Il y a la problématique des douleurs musculo-squelettiques. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très souvent rapporté dans la littérature et rapporté par les patients. Donc, avoir des douleurs articulaires, des douleurs osseuses, de la fatigabilité musculaire, des sensations de raideur. Mais le problème, c'est que quand il y a 2 points de vue pour analyser ce genre de choses, il y a le point de vue du patient. Alors là où on est très mauvais, nous médecins, c'est qu'on aime bien mettre les gens dans des petites cases. Parce qu'on a été formaté comme ça. On a des livres de médecine, des textbooks de médecine, on nous apprend la médecine et on nous dit l'arthrose ça fait mal comme ci, la mastocytose ça se manifeste comme cela. Mais il est bien évident que dans la vie, il n'y a pas de patient moyen. Ça n'existe pas un patient moyen. Il y a certaines manifestations mais pas toujours tout, ce qui rend les choses un peu difficiles. Mais ce que l'on sait, c'est que ces manifestations sont pas toujours bien caractérisées. De mon expérience et de l'expérience de mes collègues toulousains et de beaucoup d'expériences parisiennes aussi, ces symptômes ou ces douleurs musculo-squelettiques sont en règle générale des choses banales. C'est-à-dire que dans la grande majorité des patients qui vont me dire « Ah oui, mais j'ai des troubles, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal aux os, aux épaules, aux genoux, aux hanches, aux chevilles et au dos », mais dans la grande majorité des cas, ça sera des choses qui n'auront rien à voir avec la mastocytose, qui vont être de l'arthrose, de la tendinite, des calcifications. Voilà, c'est une autre maladie tout à fait banale qui n'a pas de rapport avec la mastocytose, et vous le savez bien parce que je pense que vous le vivez, vous le subissez. Dès qu'on a des symptômes, on a tendance à dire « c'est la mastocytose », alors que très souvent, c'est pas ça. Donc la problématique est là, c'est souvent autre chose, mal étiqueté, et donc mal compris, et il faut savoir penser aux problématiques banales, donc n'importe quel médecin, même le généraliste, devrait être en capacité déjà de faire un premier bilan avant d'aller plus loin. Quand on se pose la question de la consultation, donc l'accès aux soins, le deuxième point de mon parcours, mais la consultation, il est évident, vous le voyez vous-même, on est tous dans cette salle réunie aujourd'hui, où ça, dans un centre de recours dit tertiaire, un centre surspécialisé. En l'occurrence, un centre de référence. Vous avez la cartographie des centres qui s'occupent de la mastocytose en France. En rouge et en vert, les centres de référence, donc Necker et Toulouse, le CEREMAST, et ensuite des centres de compétences, tous les autres hôpitaux, et CHU en l'occurrence, qui s'occupent de patients atteints de mastocytose, que ce soit sur un versant cutané, un versant rhumatologique, un versant interniste, un versant hématologique. Donc, la problématique, c'est quand est-ce qu'on atterrit dans ces centres. Alors, vous remarquez tout de suite sur la cartographie, le quart sud-ouest, c'est Toulouse.
Un grand merci donc à l'équipe de Christina et à ce qu'a monté Christina sur ce CEREMAS, parce qu'on se rend compte que sans ça, c'est des difficultés pour les patients pour arriver au surspécialiste. Donc le surspécialiste, effectivement, il faut y accéder, mais il faut savoir faire la part des choses, c'est ce que je vous ai dit juste avant. L'idée étant, pour les choses qui sont d'allure banale, bien évidemment de voir avec le médecin de première ligne, qui peut être n'importe quel généraliste ou n'importe quel rhumatologue, et charge à nous médecins de penser, quand il y a des atypies dans le tableau, à se dire c'est peut-être une maladie plus rare, donc je réfère au centre hyper spécialisé. Il s'agit pas de référer tout le monde dès qu'il y a un symptôme compatible. Ça marche pas, c'est pas possible. Vous voyez bien sur la carte de France qu'on ne peut pas prendre en charge les 2 millions de patients en Occitanie dès qu'il y a un symptôme compatible. Mais par contre, si on se retrouve avec ce qu'on appelle les drapeaux rouges, les choses atypiques, c'est là où on réfère le patient au centre de spécialité. La question du diagnostic, ça a été abordé par Maëla et ça sera peut-être abordé par Christina tout à l'heure, donc je vais pas m'étendre. Et une fois qu'on arrive à cette étape de se poser la question du diagnostic de la mastocytose, mon problème en tant que médecin, qui est le même que celui de tous les médecins, c'est d'une part de confirmer qu'il y a une mastocytose et de pouvoir classifier quelle est la forme de mastocytose. Donc c'est pour ça que qu'on vous fait réaliser des examens dits invasifs qui vont comporter notamment une analyse de la moelle. Pourquoi ? Parce que c'est dans la moelle que sont produits ces mastocytes anormaux. Donc il nous faut pouvoir avoir accès à cette moelle dans des conditions satisfaisantes pour vous, parce qu'un prélèvement de moelle n'est pas toujours quelque chose d'agréable, mais on est aujourd'hui en capacité, en 2023, de proposer des anesthésies, des sédations, des choses qui permettent que le prélèvement soit satisfaisant fait dans des conditions humainement satisfaisantes pour les patients. Et une fois qu'on a identifié cette mastocytose systémique, mon problème, moi, rhumatologique, c'est d'aller dire que ma fragilité osseuse, vous voyez les fractures, est liée à la mastocytose. Parce que je vous rappelle qu'on parle de choses extrêmement fréquentes. L'ostéoporose, je ne sais pas si vous avez une idée de la fréquence de la chose, l'ostéoporose, je pense que la plupart des femmes ici ont entendu parler, c'est d'avoir un squelette qui se déminéralise et qui n'est pas assez solide. Généralement, c'est à partir de la ménopause, avec des fractures. Donc ça, c'est 50% des femmes de plus de 60 ans. Donc c'est fréquent l'ostéoporose. Alors par chance, toutes ne vont pas développer des fractures, très bien. C'est aussi 20% des hommes de plus de 60 ans. Donc l'ostéoporose, ça arrive fréquemment, indépendamment de toute forme de mastocytose. Donc pour nous, la problématique, c'est d'aller dire, très bien, j'ai une mastocytose qui est de forme systémique, j'ai effectivement une ostéoporose avec un examen très simple qui s'appelle l'ostéodensitométrie. C'est pas cher, c'est pas irradiant, c'est facilement accessible. Et cet examen-là, couplé à d'autres examens biologiques, me permettent de dire, ben oui, j'ai bien une ostéoporose et c'est bien la mastocytose qui la cause, donc je vais traiter le patient. Maintenant, la question du traitement. Comment est-ce qu'on traite les patients atteints de mastocytose avec une fragilité osseuse ? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les traitements qui fonctionnent le mieux restent les bisphosphonates. C'est une famille de traitements de l'ostéoporose intraveineux. Les formes orales, les cachets, ne marchent pas ou ne marcheront pas pour les formes dites plus agressives qui vont se caractériser par des fractures. Donc c'est des perfusions. Alors il y a plusieurs médicaments qui existent, 2 en l'occurrence. Et en fonction de la sévérité de la maladie, on fera des traitements plus ou moins rapprochés. On peut aller d'une perfusion par mois de ce traitement à une perfusion annuelle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour soigner les patients, quitte à interrompre entre-temps si tout va bien et à le reprendre ultérieurement. En médecine, on nous apprend un adage, c'est quand une manifestation est liée à une maladie sous-jacente, mais si vous voulez guérir le problème, il faut s'attaquer à la maladie sous-jacente. Sinon, vous remplissez un panier percé. Et c'est ce qui nous a conduit avec l'équipe de Toulouse, à se poser la question d'utiliser les traitements spécifiques de la mastocytose. Probablement certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, l'interféron 2B, qui est une molécule qu'on utilise pour soigner spécifiquement la mastocytose systémique et qui semble apporter un bénéfice dans le traitement de l'ostéoporose associée à la mastocytose, en plus des bisphosphonates intraveineux que l'on utilise traditionnellement. La question plus compliquée, c'est celle des patients qui présentent des douleurs musculo-squelettiques, où une fois qu'on a éliminé les causes banales, on dira que l'on peut les attribuer raisonnablement à la mastocytose. Mais dans ce genre de cas de figure, il y a la question effectivement des traitements. Pourquoi pas les antihistaminiques ? Pourquoi pas les traitements spécifiques ? Pourquoi pas les bisphosphonates intraveineux, notamment le pamidronate, qui est celui qui a peut-être un peu plus d'efficacité antalgique. Mais là, on est très limité en termes de données cliniques, c'est-à-dire de données scientifiques qui nous permettent de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire « Monsieur, madame, mais pour vos douleurs que vous présentez quotidiennement ou régulièrement et que l'on attribue à la mastocytose, je vais vous proposer tel ou tel traitement parce que ça marche. » Ça, aujourd'hui, je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de le faire parce que c'est une maladie rare et donc je n'ai que peu d'expérience ou de retour d'expérience sur la chose.
Et le grand enjeu pour nous, c'est d'affiner les stratégies thérapeutiques, justement, pour pouvoir être capable de vous proposer des choses satisfaisantes. Donc, en pratique, en termes d'évolution, sur la fragilité osseuse, on est bon. On est même très bon, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de proposer des traitements qui solidifient les os et qui réduisent le risque de fracture de manière tout à fait satisfaisante. Par contre, pour ce qui est des douleurs musculo-squelettiques, une fois qu'on a mis de côté les douleurs banales qui ne sont pas du tout liées à la mastocytose, mais c'est plus compliqué parce qu'on a assez peu de recul sur cette composante-là. Et il y a la question de la gestion des effets secondaires des traitements. Parce que c'est toujours pareil, je dis toujours à mes patients, vous n'êtes pas mariés avec vos traitements. C'est-à-dire que la maladie vous pose problème, on doit vous trouver des solutions quand on peut le faire, mais il ne faut pas que la solution vous apporte plus de problèmes que de bénéfices. Donc de temps en temps, on a aussi à manager la tolérance des traitements, et après c'est une discussion entre praticiens et patients, un consensus pour aller dire voilà, là j'ai des effets secondaires, mais finalement ça m'améliore plus que je n'ai de contrariété, donc je vais maintenir ce traitement-là, ou non, ça va pas du tout, il va falloir qu'on change, sachant que parfois on est dans des perspectives où on est très limité en termes de cartouches thérapeutiques, donc il faut savoir faire avec et jauger un peu plus finement. Mais je pense que la question de l'avenir, c'est vraiment, et Christina va le dire, justement vis-à-vis de la recherche, c'est qu'il y a des nouveaux traitements en développement ou des traitements qui existaient déjà, que l'on utilise dans d'autres indications. Et ça, c'est vraiment le vrai enjeu. C'est-à-dire utiliser de nouvelles ressources pour soigner des symptômes qui sont connus, et c'est là où on a vraiment besoin de vous. C'est-à-dire la participation à des essais cliniques. Alors, on a parfois l'impression de se dire je suis un peu un cobaye, mais dans une maladie rare, c'est entre guillemets un passage obligé si on veut pouvoir faire avancer la communauté. C'est pour ça que j'ai mis cette image américaine. Alors je sais plus si c'était la première ou la deuxième guerre mondiale, où c'était la propagande américaine pour embaucher des jeunes soldats pour aller faire la guerre. Alors vous n'allez pas faire la guerre, hein, c'est pas ce que je vous propose évidemment comme programme, mais l'idée reste là, c'est-à-dire que on travaille en binôme, en duo, on est dans le même bateau, on essaie de pagayer dans le même sens pour vous soulager de vos symptômes. Il y a des choses où on arrive très bien à le faire, des choses où c'est plus compliqué, et c'est bien évidemment en ayant le retour des patients, en ayant la participation des patients qu'on y arrivera. À titre personnel, je travaille au niveau de l'Union européenne, dans la Société européenne de rhumatologie où je suis dans le groupe de recherche, et un des changements qu'on a vu sur ces 10 dernières années, c'est d'intégrer les patients dans les études cliniques. C'est-à-dire qu'il y a des patients experts qui participent aux projets de recherche, qui participent à designer ces projets de recherche. Ça se fait assez peu en France, mais les Britanniques, les Hollandais, les Scandinaves sont très forts là-dessus. C'est-à-dire que dès qu'on se pose la question de mettre en place des nouvelles procédures, premier réflexe, c'est on va voir les associations de patients et on va voir les patients experts pour les mettre en place. Et c'est votre rôle, voilà, on est dans les années 2020, donc c'est votre rôle aussi de participer à ça parce que c'est là où on sera au plus proche de vos besoins. Et je pense que j'en ai fini, je vous laisse sur cette dernière diapositive. C'est certes une maladie rare, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait, encore du chemin à faire devant, mais beaucoup de ressources disponibles. Certaines que vous connaissez probablement, le livret sans questions, sans réponse, que je vous engage à lire si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, le CEREMAST, qui pour les médecins est quelque chose d'une grande utilité, puisque ça permet d'avoir accès à des RCP, c'est-à-dire des réunions multidisciplinaires pour discuter des dossiers difficiles, et un PNDS, donc un protocole national de soins, qui permet aux médecins de savoir comment soigner une mastocytose. Des associations pour les patients atteints de mastocytose, et évidemment, des instituts de recherche et des filières de recherche pour cette maladie. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Bon, je vais me permettre, vous allez poser vos questions et je vais me permettre de les répéter pour que tout le monde puisse les entendre et que ce soit enregistré. Est-ce qu'il y a une épigénétique sur la mastocytose qu'on la détecte un peu tard? Est-ce que sur nos enfants, s'il y a quelques symptômes qui sortent, est-ce qu'on a besoin de dire qu'il peut y avoir une épigénétique des parents? La question voilà, est-ce qu'il y a une participation génétique à la mastocytose? Alors la mastocytose, c'est une maladie où on retrouve des anomalies, une mutation génétique notamment du récepteur C-KIT, c'est celle qu'on vous analyse sur la moelle quand on fait les prélèvements de moelle, mais il y a d'autres mutations également qui existent, qui sont plus l'apanage des formes plus agressives. Alors en soi, c'est pas une maladie héréditaire, même si on peut retrouver dans des cas un peu plus rares des agrégations familiales, mais dans la majorité des cas, je laisserai Christina corriger, dans la majorité des cas, ça reste un événement plutôt sporadique, c'est-à-dire c'est ponctuel, c'est un membre par-ci par-là, une personne par-ci par-là, et on n'en est pas aujourd'hui sur quelqu'un qui a une mastocytose, très concrètement, à faire un conseil génétique, comme par exemple quand il y a une mucoviscidose, ce genre de choses où on dit la personne est malade, je vous envoie un généticien pour faire les tests, pour vérifier si votre descendance est à risque, et éventuellement faire de la sélection d'embryons. Non, aujourd'hui, on ne fait pas ça dans la mastocytose. Est-ce que ce que tu as dit est valable pour la mastocytose, mais elle est valable aussi pour SAMA? D'accord. Vas-y. Alors, sur l'aspect symptôme ou sur l'aspect prise en charge?
Sur l'aspect symptôme. Sur l'aspect symptôme, le SAMA, savoir si ce qu'on rencontre dans la mastocytose indolente, on le rencontre aussi dans le SAMA. Sur l'aspect symptôme, le SAMA, en règle générale, c'est ce qu'on a souhaité évaluer, ne déclenche pas d'ostéoporose, sauf peut-être les rares cas de SAMA qui sont des SAMA dits monoclonaux, où on a trouvé une anomalie, une mutation et un mastocyte clonal, qui peut-être peuvent évoluer vers une maladie plus systémique. Donc celui qui va évoluer vers une maladie systémique, oui, pourra présenter des caractéristiques de maladie systémique osseuse. Celui qui n'a pas de caractéristiques de maladie systémique, en règle générale, n'a pas d'ostéoporose avec des fractures. Par contre, ils peuvent présenter des douleurs musculo-squelettiques, qui là encore, je me permets de le répéter, sont parfois difficiles à différencier des choses banales, arthrose, arthrite, chondrocalcinose, goutte, tendinite, j'en passe et des meilleurs, qui sont des choses banales, mais surtout, pour l'essentiel, traitables. J'aimerais savoir si on peut avoir des fractures avec le SAMA. Bon, puisqu'on ça n'a pas d'incidence sur l'ostéoporose. Est-ce qu'on peut avoir quand même une fragilité? Alors, est-ce qu'on peut avoir des fractures sur des formes qui ne sont pas des formes systémiques, notamment avec le SAMA? La réponse est oui. J'ai peut-être pas assez insisté dessus. Donc, les fractures que l'on observera dans un contexte de SAMA ne sont probablement pas liées à la mastocytose systémique, ne sont probablement pas liées à un désordre du mastocyte, au fait que ce mastocyte fonctionne mal, soit un peu trop excitable et balance un peu tout ce qu'il a à l'intérieur et ce qui crée des symptômes. Ça sera probablement pas ça le primum movens, mais ce qui va être responsable de la fracture, ça va être les causes traditionnelles de fragilité osseuse. En premier lieu, être une femme après la ménopause. Être une femme après la ménopause est la première cause, loin devant tout le reste, d'avoir des fractures par fragilité. Des autres causes banales, le fait de prendre de la cortisone. Et c'est là où parfois on peut croiser avec les manifestations de mastocytose, parce que dans certains cas de figure, certains patients ont pu être traités par cortisone. La cortisone est un médicament qui est très ostéoporogène. Il fragilise les os. C'est un bon médicament qui sauve parfois des vies. Si vous avez une greffe d'organes, si vous avez un lupus, si vous avez une maladie auto-immune, on va vous donner de la cortisone. C'est très bon, ça vous permet de survivre, ça vous permet de calmer les symptômes, mais par contre, ça a des effets secondaires. Et un des effets secondaires de la cortisone, c'est la fragilisation des os. Donc, quand on est dans un contexte de SAMA et qu'on a une ostéoporose, une fragilité osseuse, en règle générale, c'est autre chose que la mastocytose. Maintenant, en médecine, j'ai appris une règle. On ne dit pas toujours, on ne dit pas jamais. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, je viendrai vous voir si on se recroise en disant, mais on avait une perception il y a 10 ans, et puis maintenant, elle a changé, parce que les techniques ont évolué. Mais voilà, en tout cas, le message en 2023, c'est ça. J'en ai une autre, si vous permettez, ou il y a d'autres? On est là pour ça, mais après, il y a un autre monsieur que j'ai rencontré. Il y a la colonne vertébrale de quelqu'un qui a le SAMA. Est-ce qu'il peut y avoir des fractures osseuses? Alors, où se situent les fractures dans le SAMA et en règle générale dans la mastocytose? Donc, quand l'ostéoporose, j'aurais dû insister, quand l'ostéoporose est liée à la mastocytose, donc généralement les formes systémiques, c'est la colonne vertébrale. Alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, pour la simple raison qu'on ne sait pas, mais c'est une ostéoporose qui est focalisée sur la colonne vertébrale. Quand on fait l'ostéodensitométrie, l'examen que je vous ai montré en image tout à l'heure, les patients ont des valeurs basses à la colonne vertébrale lombaire, mais l'autre site que l'on analyse, les hanches, est généralement quasiment normal. Et quand les patients ont la conséquence ostéoporotique, c'est-à-dire la fracture, cette fracture se fait au vertèbre. Et les patients qui ont une ostéoporose de mastocytose n'ont pas spécifiquement de fracture du poignet, du col du fémur, de l'humérus, du genou, voilà. Non, c'est les vertèbres. Après, si on a des fractures ailleurs, moi c'est l'indice qui me fait dire c'est pas la mastocytose, c'est un problème endocrinologique avec les parathyroïdes ou la thyroïde qui fonctionne trop, c'est la cortisone qui est passée par là, c'est autre chose, mais la mastocytose, c'est les vertèbres. Après, si c'est une autre cause d'ostéoporose, ça peut être d'autres sites. Mais sans l'ostéoporose, ma question c'était avoir des fractures des vertèbres sans l'ostéoporose. Ah, oui. Est-ce que on peut, sans l'ostéoporose sur l'analyse, vous voulez dire? Oui. Sur la densitométrie? Oui. L'ostéodensitométrie, c'est l'examen qui nous permet classiquement, donc c'est l'examen où vous êtes allongé, vous passez sur une machine, ça dure 5 à 10 minutes, c'est très rapide, c'est très simple à faire, et c'est ce qu'on utilise pour dépister et diagnostiquer l'ostéoporose. Reste que, comme beaucoup de choses dans la vie, pour ne pas dire toutes les choses dans la vie, c'est un examen imparfait. Pourquoi? Parce que dans environ un tiers des cas, on ne trouvera pas d'anomalie franche, il y aura des petites anomalies, mais pas d'anomalie franche, alors que le patient a déjà la conséquence. Et ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que cet examen détecte certains paramètres de la fragilité osseuse, mais pas tous.
Si je voulais faire un examen qui détecte toute votre fragilité osseuse, ça serait très simple. Je devrais vous faire une biopsie osseuse. Et je pense que là, vous allez me regarder et partir en courant. Et moi, je partirai en courant dans l'autre sens aussi, parce que c'est pas agréable de faire des biopsies osseuses. Donc, comme on ne peut pas faire de biopsie osseuse à tout le monde pour diagnostiquer une ostéoporose, l'OMS, dans les années 80, a proposé un examen qui est pas parfait, mais qui est très accessible, l'ostéodensitométrie. C'est beaucoup plus simple. Ça permet, dans 70% des cas, de faire le diagnostic d'ostéoporose. Et parfois, c'est pris à défaut. Et cette maladie silencieuse qu'est la fragilité osseuse, mais tant qu'on n'a pas fracturé, on sait pas qu'on l'a. Comme le diabète. Tant qu'on n'a pas fait le syndrome cardinal ou qu'on n'a pas eu les conséquences du diabète, des problèmes de vue, avec perte de vue progressive, de la cataracte, une attaque cardiaque, une attaque cérébrale, ben on pense pas aller chercher le diabète. Mais c'est pareil, c'est une maladie silencieuse jusqu'au jour de la fracture. Donc on peut passer à côté de temps en temps, mais quand même la densitométrie c'est pas mal. Et c'est pour ça qu'on encourage, et que Christina le fait et Maëla le font systématiquement. Les patients qu'on voit pour une mastocytose, au moins au départ on leur fait une densitométrie osseuse, au moins pour être rassurés. Monsieur, vous aviez une question ? Oui, vous avez montré tout à l'heure la carte de France sur les établissements référents, et puis avec ce que vous avez là sur les différentes structures. Je voulais savoir ce qu'il en était de l'information qui peut être donnée aux généralistes. Mon médecin me suit depuis 7 ans. Quand je lui parle de mastocytose, il est assez démuni. Quand je lui parle de SAMA, on est carrément sur la Lune. On est sur le désert de Namib, oui. Donc qu'est-ce qu'il en est voilà, j'ai un peu bougé en France ces dernières années, et à chaque fois les médecins, quand je leur dis voilà, mastocytose, c'est le grand vide. Non, la question étant celle du maillage territorial avec le réseau et de l'interaction avec la médecine de premier recours, les médecins généralistes. Alors c'est une question très épineuse et très complexe. Je vais faire une partie de la réponse et puis je vais laisser Christina pour cette question piège faire la deuxième partie de la réponse. Non, c'est à la fois simple et compliqué. C'est une maladie rare, donc il y a peu de gens qui sont compétents sur la question. Ça, c'est un fait indéniable. Il y a, comme je vous l'ai montré sur la dernière diapositive, des supports disponibles pour tous, un PNDS, protocole national de soins, qui est quelque chose que l'on rédige pour les maladies rares. Vous avez une sclérodermie, vous avez une mucoviscidose, vous avez une ostéogenèse imparfaite, c'est des maladies très rares. Il y a un protocole national de soins, un truc qui fait 40 pages, où on vous dit ce qu'il faut faire pour le diagnostic, quels sont les spécialistes impliqués, qu'est-ce qu'on met comme traitement, qu'est-ce qu'on fait comme examen. C'est écrit noir sur blanc, très 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 détaillé. Mais merci Christina d'ailleurs d'avoir coordonné l'aspect pour la mastocytose. Donc il y a des ressources disponibles. Il y a le livret sans question sans réponse qui est très détaillé et qui, je pense, peut instruire les médecins. Et on arrive au deuxième problème. Est-ce que le médecin va vers l'information ? Alors, les médecins généralistes, vous avez tous l'expérience de il est parti à la retraite, il prend pas de nouveaux patients, ils sont débordés. Pour tout un tas de raisons, bonnes et moins bonnes, mais ils sont débordés, et c'est pas évident de pouvoir faire rentrer dans son activité quotidienne, quand on est déjà surchargé, de la formation continue sur des pathologies rares. Maintenant, charge à nous et à eux de nous équilibrer pour peut-être faire en sorte que ces choses sur les maladies rares, qu'il y ait une façon de transférer l'information, mais c'est pas toujours simple, surtout que nous, on est structuré, nous spécialistes, on est structuré en CHU. C'est-à-dire que quand je suis spécialiste de rhumatologie dans l'Oise, je sais que j'ai des CHU à Paris, et je sais que si j'ai des difficultés, j'irai vers eux. Et donc à chaque fois, les spécialistes d'un département vont référer au CHU. Les généralistes fonctionnent pas comme ça. Les généralistes ne réfèrent pas, ils n'ont pas de spécialistes généralistes, de professeurs de médecine générale au CHU, et et leur réseau est un réseau local, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent en MST ou en CPTS, donc en maison de soins, en comité pluridisciplinaire, sur des zones, des quartiers, ce genre de choses, et il y a plusieurs réseaux pour faire leur maillage. Mais les réseaux sont pas nécessairement en interconnexion, donc leur système n'est pas du tout le même que le nôtre, donc c'est difficile. Vous touchez des généralistes du quartier de Saint-Aubin, disons, j'en sais rien, au hasard, les généralistes de Faubourg-Bonnefoy, vous les avez pas. Parce que c'est pas le même réseau de soins. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de refaire la formation pour les collègues d'à côté, puis encore à côté, puis encore à côté. Il y en a beaucoup des quartiers à Toulouse. Je vous parle même pas de toute la région Occitanie. Donc c'est ça qui rend la chose compliquée. Christina, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, après, c'est aussi l'implication de chaque médecin, y compris médecin traitante, qui veut se former, parce que comme on organise cette journée dédiée aux patients, on organise aussi une journée dédiée aux médecins. Et c'est vrai que nous-mêmes, on a des mal à les toucher, parce que comme Yannick vient de vous dire, ils sont dans des maillages complètement différents qui ne communiquent pas entre eux, et c'est difficile à toucher à tout ce maillage de médecins généralistes. Après,
vous pouvez aussi le transmettre si vraiment moi, comme médecin généraliste, bien que je ne suis pas médecin généraliste, mais j'aimerais me former à quelque chose parce que j'ai 1 à 2 patients qui ont cette maladie et que dans mon parcours, personne m'a parlé de cette maladie et je ne suis pas au courant. Peut-être que je serais intéressée d'une journée qui est dédiée à former les médecins autour de la maladie. Et donc, dans ce contexte, peut-être moi, les médecins des patients qui sont atteints de cette maladie, même si c'est pas les médecins le reste, qui risquent dans un jour voir un patient, mais pourraient bénéficier de cette formation s'ils se décident de se déplacer pour en assister. Après, comme ça, en direct, ça m'ouvre une réflexion parce qu'effectivement, les gens sont pas nécessairement proactifs, surtout quand ils sont surchargés dans leur quotidien. Très clairement, moi le premier. Mais peut-être que la question, c'est de contacter sur un réseau, sur une zone donnée, en disant très bien quelles sont les pathologies rares sur lesquelles vous avez des manques en termes de formation, vous avez besoin d'une formation, et que ça sera 4, 5, 6, 7, 8 maladies rares qui sont énumérées. Et il y a une journée sur ces maladies rares-là, sur le quart sud-ouest de Toulouse, ou l'Ariège, ou une partie particulière de l'Aveyron, et il y a une formation qui est faite, et qui regroupe du coup plusieurs personnes, et quand on fait la journée, on touche plusieurs personnes en même temps, et peut-être que c'est plus utile comme ça, et ça pourrait être Bien sûr. pragmatique comme ça. Oui. Le 28 février, à Toulouse, au CHU, il y a la journée des maladies rares. En fait, Ouais. je ne sais pas si il y a plusieurs associations qui vont s'installer dans l'ancienne salle où il y avait le dépistage du Covid. Je ne sais pas s'il y a une association qui peut représenter... En fait, l'association qui représente la mastocytose, comme a été montré sur une diapositive, c'est la firme Oui. et Assomast. Les 2 associations sont situées sur Paris. D'accord. Et il est difficile pour eux de se déplacer Oui. à chaque réunion qui a lieu sur Toulouse. Assomast nous a proposé de venir même aujourd'hui, mais finalement, comme sont des patients comme vous qui gèrent cette association Assomast, Oui. mais étaient un peu malades, ils nous ont proposé de faire l'intervention online. Oui. Donc, ils vont intervenir, mais online parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer sur Toulouse aujourd'hui. Ok. D'autres questions pour Yannick, surtout? Oui, une autre question. Je suis très étonné. Quand je suis arrivé sur le parking, je m'attendais à ce que le parking soit plein. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre, par exemple sur d'autres centres, ici, du nombre de patients atteints de mastocytose ou de SAMA qui sont concernés? Mais je pense qu'on doit arriver entre 350 et 400 patients qui sont atteints soit par SAMA, soit par la mastocytose, soit par une entité que je vais appeler la prémastocytose systémique, soit par une mastocytose cutanée. Donc, oui. Mais après, je suppose qu'on a le mail d'à peu près chaque patient, je suppose. Et je suppose que l'annonce a été faite auprès de tout le monde et pas juste auprès de vous. Après, voilà. On est samedi et il fait froid. On est samedi, il fait froid, il a d'autres soucis. Et donc, finalement, Il y avait une question au fond. oui. Quand le SAMA est associé à un SAID au niveau de la prise en charge, comment ça peut se passer? La question se pose la première fois si vraiment la patiente présente un SAMA. C'était la question. La question était si le syndrome d'activation mastocytaire est associé au syndrome d'Ehlers-Danlos et quelle est la conduite à tenir chez ces patients-là. Mais la première question qu'on doit se poser, est-ce que le patient vraiment il a un syndrome d'activation mastocytaire ou non? Parce que le syndrome d'Ehlers-Danlos a par définition de troubles digestifs qui sont liés à Ehlers-Danlos. Donc, le patient qui a des symptômes digestifs et qui va venir nous voir, nous, on ne peut pas faire la différence entre est-ce qu'il a une partie de SAMA qui participe à cette douleur ou cette trouble digestif ou c'est tout lié à la maladie qui s'appelle SED. Donc, le diagnostic est assez compliqué, comme Maëla vous a dit tout à l'heure, mais on doit avoir cette augmentation de la tryptase pendant la crise par rapport à la valeur de base
pour montrer que les mastocytes sont impliqués dans la symptomatologie du patient. Comme Maëla vient de vous dire aussi, il faut avoir pas un seul organe, juste un tube digestif qui est touché, il faut avoir au moins 2 organes qui sont touchés par les symptômes. C'est pas parce qu'un patient va faire de l'urticaire que je vais dire qu'il a un syndrome d'activation mastocytaire. Il faut avoir au moins 2 organes qui sont atteints par les symptômes. C'était surtout sur un point de vue aussi rhumatologique, parce que c'est ça la difficulté aussi qu'on a. Yannick? Le syndrome des lèvres dans l'os, sur le plan rhumatologique, finalement, c'est assez limité. Bon, c'est une maladie, pour ceux qui ne connaissent pas, et ensuite je bouclerai derrière parce que je pense que le programme doit avancer, c'est une maladie avec une composante génétique, une mutation du collagène, ce qui fait qu'on a des tissus qui sont un peu trop élastiques et qui vont se manifester essentiellement par des choses. La problématique, il y a des choses graves. La dilatation de l'aorte thoracique avec le risque d'anévrisme et de rupture d'anévrisme, ça c'est grave et ça tue les gens. Et après, dans les autres symptômes associés, il peut y avoir de l'arthrose un peu précoce, c'est-à-dire que l'arthrose, vous allez la faire à 50 ou 60 ans, vous allez la faire à 40 ou 50 ans, voilà. Et puis en fait, c'est plutôt un problème rééducatif. Le rhumatologue n'apporte aucune plus-value dans la gestion du syndrome des lèvres dans l'os. La vraie plus-value, c'est de dépister les atteintes sévères qui tuent les gens et qu'on le dépiste au départ, échographie cardiaque, IRM ou échographie vasculaire ou IRM vasculaire. Et après, s'il n'y a rien, très bien, on est rassuré. Et ensuite, sur le côté locomoteur, j'ai une instabilité, des douleurs un peu diffuses parce que je suis un peu trop laxe. Ça, c'est les rééducateurs plus que les rhumatologues. Donc, c'est pour ça aussi que c'est difficile. Et puis après, il y a la question du diagnostic. C'est-à-dire que certaines personnes ont un vrai SED, un vrai syndrome des lèvres dans l'os. Et puis, la grande majorité des patients qui sont référés pour un SED n'ont pas de SED. Alors, ils me disent, je suis un peu laxe. Et puis, quand on fait les scores, ils sont pas plus laxes que moi. Oui, j'arrive à toucher mon poignet, à toucher ici. J'ai pas de SED. Et c'est juste ils ont une musculature un peu plus lâche que la moyenne. Et pour autant, ils ont pas de SED. Donc, le diagnostic est pas toujours évident. On identifie les choses sévères. Et le reste, c'est plutôt le rééducateur que le rhumatologue, en fait. Oui. Je pense qu'il faut avancer. Une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure des liens qu'il pouvait y avoir avec des problèmes de thyroïde ou de diabète. Est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait sur la mastocytose et le déclenchement ou l'atteinte? Thyroïde, diabète, c'est des choses qui vont favoriser la fragilité osseuse. C'est des facteurs, des étiologies, c'est-à-dire des maladies causales de la fragilité osseuse de l'ostéoporose. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments épidémiologiques qui nous fassent dire quelqu'un qui a une pathologie de la thyroïde ou qui a du diabète est quelqu'un qui va plus facilement développer une mastocytose sous quelque forme de mastocytose que ce soit. Bien, on vous propose qu'on avance parce que le temps passe. Bien, donc je vais vous parler de la mastocytose. Ça, c'est la classification de 2023-2022 pour la mastocytose. Mais là, vous avez parlé de SAMA, je ne vais pas revenir sur la notion de SAMA. Je vous ai mis en rouge, pardon, je reviens. Je vous ai mis en rouge, c'est que à mon avis, manque dans cette classification. En fait, pour l'attente cutanée pure, il manque la forme de la mastocytose qui est latérangectasique et la forme de la mastocytose qui donne des lésions érythémateuses ne rentre pas dans notre classification d'aujourd'hui. Et vous savez sans doute parce qu'on doit avoir un ou deux patients qui ont cette entité qu'on appelle prémastocytose systémique, c'est-à-dire un patient qui a eu tout le bilan pour la recherche de la mastocytose systémique. Et sur son bilan, on n'a pas trouvé tous les critères qui nous permettent d'affirmer formellement la mastocytose systémique, mais qu'on a trouvé quand même des éléments qui nous permettent de dire que leurs mastocytes ne sont pas normaux, soit des points de vue moléculaires parce qu'ils sont porteurs de la mutation D816V, soit de point de vue phénotypique parce qu'ils expriment des protéines qu'ils ne devaient pas exprimer comme CD2, CD25, CD30. Et ce n'est pas clairement dit dans la classification, mais on a certaines formes de mastocytose qu'on va dire que c'est une mastocytose systémique avancée parce que le patient a une forme agressive, parce qu'il a d'autres maladies hématologiques ou parce qu'il a un problème de leucémie à mastocytes. Je vous ai mis des photos qui
donne cet aspect de lésion érythématose qui, comme je vous ai dit, ne se retrouve pas dans la classification de 2002-2023. Je vous ai mis des photos de lésions qui sont téléangiectasies, comme vous pouvez voir, et qui ne sont pas notées dans la classification de 2022. Les critères diagnostiques de la mastocytose, on va dire qu'a bougé courant 2022, mais pas énormément, parce qu'en fait, on avait cette mutation de 816V du KIT, que la plupart d'entre vous sont porteurs de cette mutation, qui est une mutation génétique acquise et pas congénitale, d'où l'aspect que ça se retrouve pas, on fait pas de conseils génétiques ou de consultations génétiques spéciales parce que on peut pas le transmettre à nos enfants, cette mutation qui est acquise. Jusque dans les critères diagnostiques de 2022, on a remplacé ce terme de la mutation D816V+, par une mutation ponctuelle activatrice du KIT. Et une autre modification qui a été faite, c'est qu'auparavant, par un examen qu'on appelle cytométrie de flux, on regarde si le mastocyte exprime ces protéines que je disais que sont anormales, CD2, CD25, et qu'on a ajouté sur cela le CD30 qui peut être recherché et qui est un marqueur d'anormalité des mastocytes. Sinon, le reste des critères sont vraiment restés stables et les critères diagnostiques restent les mêmes qu'en 2001. C'est le critère majeur plus un critère mineur ou 3 critères mineurs. C'est vrai que comme vous pouvez remarquer sur cette diapositive, tous les examens sont réalisés plutôt sur l'organe où le mastocyte prend naissance, la moelle. Parce que le mastocyte en soi prend naissance dans la moelle et après il va partir dans divers autres organes. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces examens sont effectués sur la moelle. C'est juste le dernier examen qui est la tryptase totale, qui est supérieure à 20 microgrammes dans les critères diagnostiques, qui se fait sur le sang et qui aujourd'hui commence à être un peu basculé parce qu'on a aussi cette entité qui s'est ajoutée ces dernières années, l'hyperalpha-tryptasémie, pour laquelle Maëla vous avez dit un mot, qui fait que certains patients ont la tryptase haute sans forcément avoir une mastocytose. Aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude si ces patients qui ont une tryptase haute vont avoir les mêmes symptômes que les patients qui présentent des pathologies mastocytaires ou pas. Certains disent que oui, certains disent que non. Donc, reste à voir dans les années à venir cette notion. Pré-MS, je vous ai dit que ça manque sur la classification. Et c'est vrai que quand tu t'occupes vraiment de la mastocytose, tu te rends compte que vraiment ça manque. Parce qu'en fait, cette entité qui est encore moins bien connue, beaucoup de gens, si le patient présente des lésions cutanées, va dire, il a une mastocytose cutanée, je ne suis pas arrivé à porter le diagnostic de mastocytose systémique. Mais en réalité, je ne suis pas très sûre que ces patients qui ont soit une mutation activatrice sur le KIT, soit l'expression de CD2, CD25, CD30 sur les mastocytes, sont des patients qui ont une mastocytose cutanée isolée parce que ça veut dire qu'on a trouvé dans leur moelle des mastocytes qui expriment quelque chose qui fait que les mastocytes sont clonales. Plusieurs mastocytes expriment cela. Donc, c'est une entité et sur Toulouse, on doit avoir 4 patients qui ont été diagnostiqués pré-mastocytose systémique sur un premier bilan effectué et des raisons liées à la symptomatologie du patient, à l'aggravation de l'état du patient, nous a obligés de refaire des bilans ultérieurs et on a 4 patients qui ont vu leur diagnostic changer de pré-mastocytose systémique en mastocytose systémique confirmée. Je vous ai mis sur le tableau de classification de mastocytose
une forme de mastocytose qu'on appelle borderline ou smoldering, qui est une forme de mastocytose en laquelle on dit que la masse mastocytaire est très importante. C'est des patients en lesquels on retrouve en fait plus de 30% de mastocytes dans la moelle. C'est qu'on considère que c'est énorme, ou une tritase sérique supérieure à 200, plus un autre symptôme, une autre anomalie qui est notée sur la diapositive. Souvent, on trouve une organopathie. On trouve une organopathie, on trouve une organomégalie, pas une organopathie. Organomégalie, ça veut dire un épaississement de l'organe, mais sans anomalie fonctionnelle de l'organe. Et un dernier critère qui est assez compliqué, même pour nous les médecins, parce qu'en fait, il existe certaines anomalies cytologiques sur les cellules qui sont dans le sang, la numération formule sanguine. Il existe d'homologues dans la moelle. Donc, il existe certaines anomalies cytologiques de ces cellules, mais sans pouvoir dire que le patient présente une autre hémopathie vraie. C'est ça c'est ce dernier critère qui est beaucoup moins facile à être diagnostiqué. La mastocytose dite agressive, c'est une mastocytose que nous on dit qu'il a le signe C. C'est-à-dire il a une organopathie sur l'organe, une organopathie sur la moelle, parce que la moelle ne fonctionne plus bien et on va avoir une baisse des globules dans le sang, des cytopénies qui existent. On peut avoir, quand on a un problème de foie, de l'acide, de liquide qui s'accumule dans le ventre. Donc, c'est l'hépatomégalie avec l'acide. On peut avoir une augmentation de la taille de la rate avec une anomalie fonctionnelle. Et quand la rate augmente de façon très importante, il va prendre les thrombocytes pour les détruire. Et on va se retrouver avec une thrombopénie, une baisse du nombre de thrombocytes. Et donc, si on a une splénomégalie avec hypersplénisme, c'est le terme médical pour cette destruction des thrombocytes, mais on dit que c'est une mastocytose agressive. Les patients qui présentent des troubles digestifs avec une perte de poids suite à ces troubles digestifs de 10%, plus une baisse d'albumine, parce que quand on a la diarrhée, on perd des protéines qui sont dans notre organisme, des vitamines, on a un déficit. Et donc, si on a cette baisse d'albumine avec une perte de poids de 10% et identification sur le tube digestif des mastocytes qui sont anormaux et qui font une mastocytose, on dit que c'est aussi une mastocytose agressive. À la frontière avec les rhumatologues, aujourd'hui, on dit qu'une mastocytose est agressive s'il a une lésion qui est lytique, qui a moins de l'os sur une zone, et qu'en plus de ça, on a fait une fracture, et que cette lésion lytique doit être, on dit, grande parce qu'elle a plus de 2 cm de diamètre. Et toute autre organopathie qu'on peut identifier, je me rappelle que parmi nos patients, il y a un patient qui avait fait une perforation de tube digestive. Et sur l'examen histopathologique il a été fait en urgence, une chirurgie, ça a été élevé la zone perforée et cette zone perforée a été envoyée en analyse anatomopathologique pour dire pourquoi le patient a fait cette perforation de tube digestif. Et sur la biopsie, la seule chose qu'on a trouvée, c'est une infiltration mastocytaire massive. Donc, un cas comme ça, on pourrait le mettre dans la catégorie mastocytose agressive. Je me demande, et je pose la question à Yannick, si un patient qui n'a pas de baisse de la densité osseuse sur l'ostodensitométrie, par exemple, fait des fractures,
À ton avis, c'est pas une mastocytose agressive? C'est pas dans l'esprit. Pour moi, ça serait le cas, mais c'est pas dans l'esprit de la classification. Je suis d'accord avec toi, c'est pas dans l'esprit de la classification, mais en soi. Parce que la classification va stratifier comme agressif les gens pour lesquels ça réduit le pronostic de vie. Si ça réduit votre espérance de vie, c'est que c'est agressif. Et c'est ambivalent pour l'os, parce que dans l'ostéoporose traditionnelle, celle qu'on soigne une rhumatologue qui n'a rien à voir avec la mastocytose, on insiste pour le soigner, parce que les fractures du col du fémur, par exemple, sont des fractures, et les fractures vertébrales sont des fractures qui réduisent la qualité de vie et aussi la mortalité. Il faut se rendre compte qu'un homme de 80 ans qui fracture un col du fémur, 6 mois plus tard, il y en a un sur 2 qui est mort. Parce que c'est un marqueur de mauvaise santé. Donc quelque part, c'est un marqueur de mauvaise santé et un marqueur de morbimortalité, de risque d'avoir une qualité de vie très altérée et voire de mourir d'une raison ou d'une autre. Donc j'aurais tendance à dire oui. Moi, à titre individuel et probablement toi aussi. D'autres n'ont pas tout à fait ce point de vue-là. Parce que ça ne tue pas de manière aussi visible que le fait d'une maladie hématologique. Ou voilà. Parce que c'est plus silencieux, si vous voulez. Merci. Merci d'avoir précisé le fait que c'est pas parce qu'on fait que le fait de faire une fracture de la hanche à 80 ans est un signe de mauvaise santé. Et non pas penser que c'est à cause de la fracture que la personne est décédée. Il n'y a pas de lien. Non, il n'y a pas de lien direct. Voilà. Merci. Je vous ai dit que dans la forme de mastocytose avancée, il existe aussi cette forme qu'on appelle la leucémie à mastocytes, qui est une forme très rare de pathologie mastocytaire et qui se caractérise pour nous, médecins spécialistes dans la pathologie, par certains critères diagnostiques qui sont faciles à mettre en évidence quand on fait les examens qu'on vous propose faire pour prélever la moelle, parce qu'en fait, sur les frottis médulaires qu'on fait, on va mettre en évidence au moins 20% des cellules qui sont des mastocytes. Et on peut avoir dans le sang, dans ce contexte de leucémie, des mastocytes qu'on identifie. En général, on n'identifie pas dans le sang le mastocyte parce que c'est des cellules qui nous passent par le sang, mais on n'est pas capable de les identifier sur les numérations formules qu'on fait d'habitude. Et dans cette forme de leucémie, on peut trouver des mastocytes dans le sang et cet nombre, il doit être de 10% pour dire que le patient peut avoir une leucémie à mastocytes. La mastocytose associée à d'autres hémopathies, mais il y a des critères diagnostiques pour toute hémopathie. Et donc, c'est le patient qui a à la fois la mastocytose systémique et à la fois des critères diagnostiques de notre hémopathie qui va aboutir au diagnostic de mastocytose associée à une hémopathie et indirectement aux catégories des patients avec une mastocytose systémique avancée. On peut se poser la question si les patients atteints de mastocytose, notamment de mastocytose systémique, quel est leur fardeau dans la maladie quotidienne. Et quand on parle de fardeau de la maladie, il existe des façons de l'évaluer qui peuvent être un peu brutal plutôt dire, brute, parce qu'en fait, on vous fait quelques questionnaires, on dit qu'il y a une altération de la qualité de vie et il y a un fardeau de la maladie. Mais on peut utiliser aussi ces questionnaires pour calculer quelque chose un peu plus avancé qui répond à une question de l'Organisation mondiale de santé. Parce que le fardeau de la maladie par l'Organisation mondiale de santé, il dit qu'il peut être calculé par une notion qu'on appelle en terme médical DALI. Et en fait, il est important d'évaluer ce fardeau en calculant le DALI, qui est une notion un peu médicale particulière parce que on additionne en fait
la perte d'espérance de vie liée éventuellement à une forme avancée de mastocytose qui a fini par perdre la vie, mais on additionne aussi la période en que le patient a vécu avec un handicap. Donc, c'est une notion assez complexe sur laquelle on a commencé déjà de travailler et à un moment donné, début de cette année 2023, une fois que le comité de protection des personnes va nous donner l'accord de démarrer l'étude, on va essayer le démarrer et on va vous solliciter de participer à cette étude qui consiste pour vous juste à remplir 2 questionnaires, un questionnaire de qualité de vie et un questionnaire des symptômes liés au mastocyte. Et il existe 4 molécules qui sont en train de se développer dans la mastocytose systémique, même dans la forme indolente de la mastocytose systémique. Toutes ces molécules sont des inhibiteurs de tyrosine kinase. Toutes ces molécules ont la même cible, mais après, certaines sont plus performantes pour inhiber la cible et permettre une bonne efficacité pour le patient. Des autres peut-être ont un peu moins d'efficacité. Et pour envisager, calculer cela, il existe dans la médecine un terme qui parle de le bénéfice pour le patient. Et je pense qu'il serait intéressant qu'au fil et à mesure de temps qu'on travaille aussi sur cette notion de bénéfice pour le patient, parce que comme on va avoir 3-4 molécules, peut-être qu'il faudra derrière évaluer quelle molécule permet plus de bénéfices pour le patient, parce que nous, sur quels critères on va vous dire, on vous propose on va dire d'ici dans 10 ans, on va avoir tous ces 4 molécules sur le marché. Vous venez nous voir, on va vous proposer une thérapie. Mais pourquoi je veux vous proposer cette molécule et pas une autre? S'ils sont 4 molécules sur le marché. Et donc, si on a cette notion de bénéfice pour le patient, mais cela va nous permettre à nous, médecins, de pouvoir vous proposer la bonne conduite pour vous, pour les patients, en fonction des caractéristiques du patient. Donc, je pense que c'est une notion très intéressante à évaluer et on va continuer à travailler sur le sujet de façon qu'on arrive à le mettre en place, mais derrière, on aura besoin aussi de vous pour participer à ces études parce que sinon, on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions qu'on peut se poser. Et voilà, c'était la dernière diapositive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que, donc je comprends qu'il y a plusieurs formes de mastocytose, auxquelles je pense qu'il faut rajouter le SAMA. Est-ce qu'on peut passer, parce qu'un patient peut passer d'une forme à une autre, et plus généralement, est-ce qu'avec le temps, les symptômes ont tendance à s'aggraver? Très bonne question, en fait. Je n'ai pas vu un patient qui a un SAMA idiopathique ou secondaire qui a été diagnostiqué, qui a changé sa forme de SAMA. Pour les SAMA clonaux qui sont à la frontière avec cette entité que j'appelle le pré-MS, oui, ça peut être juste un problème de la sélectivité de nos critères, de la spécificité de nos critères diagnostiques qui fait que la première fois on a diagnostiqué un SAMA clonal et que si des raisons X ou Y qu'on refait le bilan, on diagnostique une mastocytose systémique. Je ne crois même pas que c'est un patient qui s'était aggravé dans le temps, bien qu'on pourrait s'imaginer que le nombre de mastocytes avec le temps ça augmente, mais je pense que c'est plutôt un problème de nos capacités de faire le diagnostic plus que le problème de l'augmentation du nombre de mastocytes. Et pour les autres formes de mastocytose systémique, un patient qui est diagnostiqué d'emblée, je ne crois pas, il y a peut-être 1% des patients qui vont avancer dans la forme de la maladie. Et la principale modification de la forme de la maladie, c'est l'apparition d'une autre hémopathie associée.
d'où, fil à mesure de temps, on ajoute dans nos bilans la recherche d'autres mutations génétiques, quand on fait la mutation de la recherche de la mutation KIT, pour anticiper un peu cet aspect d'aggravation de l'apparition d'autres hémopathies associées qui peut effectivement entraîner une modification de la forme de la mastocytose. Mais ça reste quand même vraiment exceptionnel. Oui, Yannick. Peut-être rajouter sur la question des gens étiquetés mastocytose cutanée à l'âge adulte avec un bilan pas exhaustif au départ, et que finalement on dit qu'ils sont systémiques. Ils n'ont pas vraiment progressé. Oui, Yannick a raison. On voit parfois des patients qui nous arrivent avec une forme de mastocytose sur la peau, qu'on va appeler la mastocytose cutanée, et qui vont nous dire, mais j'ai ça depuis 20 ans. Et ils vont considérer qu'ils ont une mastocytose cutanée, point barre, parce qu'ils ont vu une fois un dermatologue qui lui a dit, mais vous avez une mastocytose et rentrez chez vous, tout va bien. Et quand ils arrivent chez nous, on leur propose de faire le bilan et on arrive à dire que c'est une mastocytose systémique. La réalité, ce n'est pas parce que nous, on a fait le bilan aujourd'hui et qu'on a dit que c'est une mastocytose systémique avec une mastocytose cutanée associée, que le patient s'est aggravé et passé d'une forme de mastocytose cutanée dans une mastocytose systémique. C'est parce qu'au début, on n'y a pas fait le bilan. C'est plutôt dans cette idée que ça peut se voir. D'autres questions? Non? Mais s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a une pause avec du café et des petits viennoiseries. Voilà. Merci.